Pour cette étude sur les perturbateurs endocriniens, nous avons lancé un appel au printemps dernier aux familles romandes. Pas moins de 357 familles ont répondu à notre invitation. Nous en avons retenu 33 répartis dans toute la Suisse romande, aussi bien en ville qu'à la campagne. Nous avons demandé à chaque famille de recueillir un échantillon d'urine de leur enfant, des garçons et des filles âgés de 3 à 14 ans au moment du prélèvement. Prélevés et congelés par les familles, les échantillons d'urine des enfants ont été récoltés par nos recherchistes. Pour garantir leur parfaite stabilité, ils ont immédiatement été entreposés dans des containers isothermes remplis de neige carbonique à moins 80 degrés. Les échantillons ont ensuite été acheminés par avion dans les laboratoires du service de toxicologie du Centre hospitalier universitaire de Liège, en Belgique. C'est un des principaux laboratoires spécialisés dans la détection de perturbateurs endocriniens et qui a déjà participé à plusieurs études similaires conduites au niveau belge et européen. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. C'est vous qui avez coordonné ces analyses, alors quel est l'intérêt d'un test comme celui-ci? Voyez-vous, ça fait des années qu'à bon entendeur va à la recherche de perturbateurs endocriniens, de pesticides et d'autres substances dans la nourriture, les objets et notre environnement. Puis là, on a voulu un peu faire les choses différemment en allant chercher ces substances dans le corps d'enfants, en l'occurrence. Il y a très peu de choses qui ont été faites en la matière, des études sur ce type. Il y a l'Université de Lausanne qui a fait une étude sur des bébés. Et là, c'est relativement nouveau. On fait ça sur des enfants entre 3 et 15 qui sont en période de croissance. Et alors, verdict? Le verdict, ça confirme que ces 33 jeunes sont tous concernés, tous contaminés par ces perturbateurs endocriniens. Ça confirme ce qu'on disait depuis de nombreuses années à bon entendeur. L'environnement n'est pas quelque chose de neutre. Oui, nous ingérons bien des substances non souhaitées. Et oui, on retrouve ces substances dans le corps par la suite. Précisons encore qu'il s'agit là d'une photographie de la situation au moment des analyses et que ces valeurs elles varient fortement d'un jour à l'autre pour tout individu. Là, 357 dossiers reçus, au final 33 enfants testés. De quoi est-ce que c'est représentatif ? Alors, ce n'est pas une étude statistiquement représentative, c'est un sondage, 33 personnes. On a trié ces familles de manière à avoir une certaine représentativité des types, en prenant des enfants selon leur âge, en prenant des garçons, des filles, des gens qui habitent en ville, à la campagne, en appartement, en villa, et puis bien sûr, dans chaque canton. Merci beaucoup Stéphane, très belle soirée à vous. Et puis nous rencontrerons tout à l'heure certaines des familles qui ont participé à cette enquête. Mais avant cela, pour bien comprendre l'enjeu, direction les hôpitaux universitaires de Genève. Des chercheurs y étudient de près les effets des perturbateurs endocriniens. Explication. C'est ici, aux hôpitaux universitaires de Genève, dans le département de médecine génétique, que nous sommes allés chercher nos réponses. Après une étude sur les perturbateurs endocriniens chez la souris, on y prépare une étude sur l'être humain. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui est extérieure au corps humain et qui va pouvoir entrer soit par la respiration, soit par la peau, soit par le système digestif, et qui va venir perturber les systèmes hormonaux. Le système hormonal ou endocrinien, c'est l'ensemble des glandes de notre corps qui relâchent des hormones dans le sang. Ces hormones permettent la régulation de notre organisme, son harmonie et son développement. Elles influent sur de nombreuses fonctions comme, entre autres, le comportement, la croissance, la reproduction, la fonction sexuelle ou encore le métabolisme, voire les capacités intellectuelles. La substance extérieure va mimer l'effet des hormones naturelles ou alors bloquer leur effet. Donc on peut avoir un effet qui est excessif ou un effet de blocage qui a des conséquences sur la santé dans les deux sens. Ces substances, elles ont pour nom phthalates, bisphénol, parabènes, pesticides, benzophénone et on en passe. Et on y est désormais confronté dès nos premiers instants de vie pendant la période fœtale. Mais les effets de ces substances chimiques inventées par l'homme, c'est dans l'environnement qu'on les a observés en tout premier.
Je pense que jusqu'aux années 50 et jusqu'aux premiers lanceurs d'alerte sur les effets de ces substances chimiques, on ne savait pas vraiment quelles pouvaient en être les conséquences. Et c'est seulement à la fin des années 1990 que Theo Colburn a averti en fait, dans son livre sur ces perturbateurs endocriniens, où elle appelle son livre « Our Stolen Future », notre futur volé, parce qu'elle montre que ces substances qu'on trouve partout pourraient avoir des effets sur le développement et la reproduction des êtres humains. Alors, on a parlé des rejets industriels, on a parlé des déchets solides. Qu'est-ce qui peut polluer une rivière? Alors, qu'est-ce que ça peut être Eh bien non, aujourd'hui, vous allez vous... L'écotoxicologue Nathalie Chèvre n'a pas seulement à cœur de sensibiliser les jeunes générations. Elle étudie aussi depuis de nombreuses années les effets des perturbateurs endocriniens sur la faune aquatique. Et le constat est inquiétant. On s'est rendu compte que certaines substances avaient des effets sur la reproduction de ces organismes. Et puis, cet effet sur la reproduction, c'était finalement un effet au niveau des hormones. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, des grenouilles mâles qui développent des caractéristiques à la fois féminines et masculines, alors qu'elles devraient développer que des caractéristiques masculines. Et c'est ce qu'on a pu observer avec certaines espèces d'animaux. Par exemple, ça a été mis en évidence en Floride avec les crocodiles, où c'est les premières espèces dont on a montré qu'avaient ces caractéristiques masculines et féminines. Et puis, effectivement, après, ils ne peuvent plus se reproduire et l'espèce périclite. C'est ces études en fait, qui ont été montrées, où on a pu montrer les effets de ces substances à effet endocrinien dans l'environnement, qui ont mis la puce à l'oreille des toxicologues, parce que c'est quelque chose auquel ils ne s'étaient pas forcément intéressés. Et puis on a commencé à se poser la question si la baisse de fertilité chez l'homme, notamment la baisse de la qualité du sperme, ou justement la puberté précoce chez les jeunes filles, etc., même l'obésité, pourraient pas aussi être des conséquences d'une exposition de l'être humain à ces perturbateurs endocriniens. L'OMS estime que plus de 800 composés chimiques présents dans notre environnement pourraient perturber notre système endocrinien. Pour l'instant, en Europe, seuls 18 d'entre eux sont reconnus comme tels et 84 en cours d'évaluation. Pour le reste, dans le milieu scientifique, c'est un peu la controverse, voire le flou artistique. Donc il faut dire qu'on est bien embêté quand on parle de ces perturbateurs endocriniens parce qu'on n'a aucune idée de l'exposition maximum à laquelle l'être humain devrait être exposé pour qu'il n'y ait pas d'effet. Donc on pense même que pour certains, il n'y a pas de seuil, en fait. Qu'une exposition même minime à ces substances pourrait être déjà problématique, surtout dans des phases clés du développement de l'individu. En particulier au stade fœtal. En 2016, à Grenoble, une étude épidémiologique de l'INSERM portant sur 500 garçons a montré que l'exposition pendant la grossesse à certains phénols et phtalates engendrait des troubles du comportement des enfants dès 3 ans. Je trouve que c'est inquiétant parce que les mélanges sont énormes et c'est difficile de modéliser ce à quoi l'homme est exposé tellement c'est une diversité de produits. Donc on peut les étudier sur la souris ou sur d'autres modèles animaux au un par un, mais après ce que réellement fait notre ambiance en termes de perturbateurs endocriniens sur notre santé, c'est très difficile à disséquer. Et il n'y a que l'émergence de la fréquence augmentée de certaines pathologies qui va faire dire « tiens, tilt, il doit se passer quelque chose parce que dans telle région du monde, on voit par exemple en Europe, le cancer testiculaire a augmenté énormément, l'infertilité masculine aussi. » Alors là, on revient à l'hypothèse et on se dit, tiens, si on essayait de démontrer le lien entre l'hypothèse et l'observation épidémiologique. La baisse de la fertilité, on l'a aussi constatée chez nous, notamment grâce aux recrues, dont on surveille la qualité du sperme depuis des lustres. Messieurs, la question est, pourquoi tant d'entre vous ne pourront jamais être papa? La concentration moyenne des spermatozoïdes des recrues helvétiques a en effet baissé de près de 50% en quelques dizaines d'années. Et les perturbateurs endocriniens sont fortement soupçonnés d'en être la cause. C'est ce genre de démonstration qu'on a essayé de faire avec nos souris modèles. Donc ces souris qui étaient exposées via leur mère, avec quand même des produits de dégradation des phtalates qui passaient à travers le placenta et qui pouvaient les exposer également, qu'on avait un effet sur le poids des testicules, la fabrication des spermatozoïdes qui était tout à fait frappant quand ces souris atteignaient l'âge adulte.
Et ce qui a diminué la fertilité de nos recrues comme des souris de laboratoire, les alligators de Floride l'ont déjà vécu avec des conséquences physiologiques surprenantes. Voilà, quand on dit qu'en Floride, les alligators ont eu la taille du pénis qui raccourcit au fil des années, tout le monde rigole, mais après, si on va dire ça aux hommes des pays industrialisés, peut-être qu'ils rigoleront moins et qu'ils se diront « Tiens, effectivement, là, faisons attention à notre environnement ». Place maintenant aux résultats de nos analyses. Des échantillons d'urine prélevés chez 33 enfants romans révèlent que tous sont contaminés par les produits recherchés. Pas étonnant, tant nous y sommes exposés au quotidien. Dans les échantillons qui ont été fournis au laboratoire de Liège, nous avons traqué 37 métabolites différents répartis en 7 familles de composés chimiques reconnus comme perturbateurs endocriniens potentiels ou avérés. La responsable de ce laboratoire nous en dresse l'inventaire. Les phtalates, ils viennent essentiellement des plastifiants, c'est ce qui permet de rendre les plastiques souples. Donc des phtalates, on va en retrouver par exemple dans les films alimentaires, dans toute une série d'emballages, mais on peut aussi les retrouver dans des produits cosmétiques. Les parabènes, c'est également des conservateurs qu'on va retrouver dans les crèmes qu'on s'applique sur le corps, dans les produits de maquillage. La benzophénone 3, c'est un produit qui protège par rapport aux rayons UV. Donc c'est notamment la substance qu'on retrouve dans un grand nombre de crèmes solaires. Le bisphénol A, je crois qu'il est bien connu, et donc on retrouve du bisphénol A dans tout ce qui est gourde en plastique dur, bouteilles en plastique dur, etc. Restent encore certains pesticides, eux aussi des perturbateurs endocriniens avérés ou soupçonnés. Il y a le glyphosate, utilisé dans l'agriculture et que l'on peut retrouver dans notre alimentation. Les pesticides organophosphorés, que l'on trouve aussi dans les aliments, ainsi que dans nos meubles, où ils jouent le rôle de retardateurs de flammes. Et enfin, les pesticides pyrétrinoïdes, utilisés notamment dans les sprays anti-insectes ou dans les colliers antitiques pour animaux. Et pour détecter et surtout mesurer les quantités infinitésimales de ces substances, il a fallu recourir à des techniques disponibles depuis quelques années seulement. Chaque petit pot est numéroté et le numéro correspond à un des enfants. Et donc nous, on ne sait pas à quel enfant ça correspond. Chaque échantillon d'urine a servi à 7 analyses différentes. Du solvant organique a été ajouté aux éprouvettes afin d'isoler les substances recherchées. Les éprouvettes ont été ensuite placées dans un agitateur pour que le solvant puisse agir. C'est ensuite le passage dans une centrifugeuse qui permettra de séparer le mélange. Les substances obtenues sont extraites dans un nouveau flacon. Ce dernier est placé dans un spectromètre de masse à phase gazeuse. C'est cet appareil qui révélera la présence ou non du perturbateur endocrinien recherché ainsi que sa concentration dans l'échantillon. Donc, on a fait le point. Au total, ça donne quoi? Bon. Alors, la première conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'y a aucun enfant chez qui on ne retrouve aucune trace des produits que nous avons cherchés. Donc, aucun enfant n'était dépourvu de contamination. La deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'à 21% des enfants, 7 enfants, sont positifs pour toutes les classes étudiées. Et puis, la troisième conclusion qu'on peut aussi tirer de cette étude, c'est que les niveaux de contamination, eux, ils sont relativement bas quand on compare aux autres études qui ont été faites aussi sur des enfants dans l'Union européenne, avec les mêmes molécules, bien entendu. Alors, à partir de ces analyses, on peut se dire qu'évidemment, les enfants les plus contaminés et ceux qui ont les valeurs les plus élevées sont plus à risque que les autres. Ça, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, on n'est quand même pas au point de pouvoir dire qu'à partir de telle valeur du biomarqueur dans l'urine, il y a un risque et qu'en dessous, il n'y en a pas. Et cela ne tient pas compte de l'éventuel effet cocktail que peuvent avoir ces différentes substances. On ne sait pas si les mélanges ils se potentialisent ou si c'est simplement la somme des effets uniques. Et s'ils se potentialisent, ça veut dire qu'un mélange peut avoir un effet 100 fois plus grand que chacun des composés mis ensemble. À l'Office fédéral de la santé publique, on le reconnaît, les perturbateurs endocriniens posent de sérieuses questions. Alors, c'est tout à fait préoccupant, ça c'est sûr, parce qu'on n'aime pas voir nos enfants exposés à des substances chimiques. Après, il faut voir de quelle substance on parle et dans quelle quantité, car
ça a vraiment beaucoup d'importance pour l'évaluation du risque, au final, pour la santé. Établir une valeur limite, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui demande beaucoup d'études, donc beaucoup de tests sur les animaux. C'est un processus très complexe qui est géré par l'EFSA, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, au niveau de l'Europe. Et du coup, nous, on préfère vraiment avoir une interdiction globale des perturbateurs endocriniens dans les domaines spécifiques. Encore faut-il qu'une telle interdiction s'applique un peu plus rapidement que ce qui se pratique aujourd'hui. Le bisphénol A, par exemple, a été interdit dans les biberons en 2011 par l'Union européenne. Il aura fallu attendre 2017 pour que la Suisse fasse de même. Alors moi, j'aimerais que surtout la lenteur du système puisse être combattue et que les choses aillent un peu plus vite entre l'observation d'un effet néfaste et la mise en pratique de la réduction. Je trouve qu'il y a un temps de latence, une discussion avec de multiples acteurs et que c'est ça qu'on devrait pouvoir réduire. Et j'espère que les études scientifiques vont permettre de prendre conscience de ça et d'aller plus vite. Et surtout donner aux consommateurs confrontés à une avalanche de produits contenant des perturbateurs endocriniens la possibilité de faire un choix réel, en lui indiquant la composition des plastiques utilisés pour confectionner un emballage, un jouet ou une barquette à aliments. On peut imaginer un système d'étiquettes à scanner, comme pour la valeur alimentaire, la composition des aliments. Tout à fait, c'est vrai que ça commence à être indiqué un petit peu au compte-gouttes et qu'il faut être soi-même très informé et très pointu pour aller se dire « Tiens, il y a un film plastique sur mes carottes, je dois penser au fait que mes carottes, elles vont être porteuses de perturbateurs endocriniens. » Donc oui, il y a de l'information à faire déjà. Alors pourquoi si peu de transparence pour le consommateur? Pour y répondre, le plaisir d'accueillir Carole Mélan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes collaboratrice scientifique à l'OSAV, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le consommateur ne sait pas ce qu'il y a dans les plastiques qui emballent sa nourriture. Pourquoi ne pas lui fournir cette information ? Alors, en tant que consommateur, c'est vrai qu'on ne voit que la pointe de l'iceberg, hein, mais il y a énormément d'activités que l'on ne voit pas et qui sont là pour permettre d'assurer la sécurité de l'aliment et de son emballage, qui sont réglées dans le cadre légal qui a pour but premier la protection de la santé des consommateurs. Et dans cette législation qui est sur les emballages, il y a 3 principes fondamentaux qui doivent être respectés. Donc, tout d'abord, l'emballage, il doit être inerte. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir d'interaction avec l'aliment. En deuxième temps, il ne doit pas interagir, changer en fait la composition ni la couleur ou l'odeur de l'aliment. Et surtout, en fait, il ne doit pas mettre en danger la santé des consommateurs. Alors ça, c'est le fonctionnement, mais maintenant, au niveau de la transparence, aujourd'hui, le consommateur, il peut par exemple choisir de manger un yogourt avec plus ou moins de sucre parce qu'il a l'information à portée de main. Il pourrait aussi choisir des emballages avec plus ou moins de phtalate ou de bisphénol. En fait, cette transparence, cette information ne donne aucune information sur la sécurité. Et c'est au fabricant qui doit vérifier que son produit suit les exigences légales selon le principe de l'autocontrôle. Et c'est lui, en fait, qui doit vérifier l'innocuité de ces substances dans son produit. Au niveau de la présence de perturbateurs endocriniens avérés ou potentiels dans les emballages, le SAV parle de seuil sans danger pour la santé humaine. Comment est-ce que vous pouvez garantir que ces substances sont dans des quantités sans danger? Alors en fait, cette valeur seuil, en fait, elle est déterminée à partir d'études toxicologiques où on a une valeur toxicologique de référence qui provient d'un modèle animal. Et à partir de cette valeur, on va appliquer une marge de sécurité, un facteur de sécurité de 100 et en plus un schéma extrême dans lequel on imagine que toute la substance de l'emballage va migrer dans l'aliment. Et ça nous donne cette valeur seuil qui est considérée comme sûre pour la consommation humaine. Mais on a entendu tout à l'heure dans le reportage une toxicologue de l'Université de Lausanne qui disait qu'une exposition même minime pourrait déjà être problématique. Vous contestez ? Alors, ça dépend en fait pour quelle catégorie de personnes on parle. Hein. Donc, ces valeurs seuil, elles sont faites selon le poids corporel. Donc, c'est clair qu'on va avoir des valeurs seuil pour les adultes, mais également des différentes pour les nourrissons ou pour les enfants de bas âge. Exemple intéressant, le bisphénol A, peut-être le plus connu des perturbateurs endocriniens. Au niveau de l'Union européenne, il a été interdit dans les biberons en 2011 déjà. En Suisse, il a fallu attendre jusqu'en 2017. Est-ce que la Suisse
prend ce problème suffisamment au sérieux? Alors là, c'était un cas un peu particulier. À l'époque, c'était un débat déjà assez difficile où les études se contradisaient, même dans le domaine, dans le monde scientifique, il y avait des avis divergents. Et même l'Union européenne, elle a pris un avis elle est allée contre l'avis de son agence sur la sécurité des aliments. Et nous, en Suisse, donc, normalement, en règle générale, on reprend systématiquement les dispositions réglementaires européennes. Et dans ce cas-là, on a été bloqué par le Parlement et on a fait une expertise spéciale qui a retardé tout le processus d'adoption. Merci beaucoup, Carole Mellan, pour vos explications. Très belle soirée à vous, très bon retour du côté de Fribourg. Merci, pareillement. Nous vous emmenons maintenant chez 4 familles dont les enfants ont été testés. Avec un objectif, identifier les sources de contamination dans l'environnement de chacun d'entre eux. Ces substances-là. Vincent Perret est toxicologue et spécialiste de ces substances qui nous empoisonnent. À bon entendeur, fait appel à ses compétences régulièrement. C'est avec lui que nous nous sommes rendus dans cette ferme entourée de vergers et de champs. Nous sommes au-dessus de Vevey, la famille Raymond vit de l'agriculture. Elle compte 2 enfants en bas âge. C'est une des 33 familles qui ont participé à notre étude. Ici, sur les 37 métabolites de perturbateurs endocriniens recherchés chez Chloé, on en a trouvé 13, dont 5 métabolites de pesticides. Et pour le papa de Chloé, agriculteur, l'inquiétude c'était surtout de savoir si ces pesticides pouvaient provenir de son activité professionnelle. Ce qui est vraiment intéressant sur le profil analysé pour votre fille, c'est qu'on ne retrouve pas vraiment de marque d'une exposition vraiment augmentée par rapport à toutes ces substances de traitement, de tous les pesticides organophosphorés. C'est bien, ça veut dire que d'un point de vue professionnel, vous avez déjà des bonnes pratiques. Parce qu'il y a d'autres sources de produits organophosphorés dans les maisons. Ce sont les produits de traitement ignifuge, ce qu'on appelle les retardateurs de flamme. D'accord. Et notamment dans des produits comme des mousses qu'on pouvait avoir aussi dans les fournitures ici, dans le canapé, dans les matelas, dans tout ce qui est l'électronique. Okay. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si de telles substances sont utilisées dans nos meubles ou ordinateurs. Aucun étiquetage actuel ne l'impose. Si on a retrouvé des pesticides en petite quantité dans les analyses de Chloé, en revanche, côté plastifiant, on a trouvé un taux de bisphénol A parmi les plus élevés de nos analyses. Donc si on en retrouve en fait dans l'urine de votre fille, c'est que ça passe généralement par la migration des plastiques dans l'alimentation. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà aller voir donc quoi mange votre fille? C'est la découvert particulier? Oui, volontiers. On va regarder. Tu vas chercher une de tes assiettes et on va aller voir. Donc le bisphénol, il est surtout utilisé dans les plastiques transparents, ce qu'on appelle les polycarbonates. Tiens. Et puis, merci. Et puis, notamment, le problématique qu'on a eu, c'est sur les biberons, parce que c'est un matériau qui a beaucoup été utilisé dans les biberons. Là, je vois des biberons, là, justement. Là, on a du verre. Celui-ci, il est bien parce que, point de vue bisphénol, on n'a pas de problème, parce que le récipient est en verre. Et la partie dessus, la tétine ne va pas relarguer de bisphénol. Oui. Après une recherche approfondie, aucune source potentielle dans la cuisine. Alors, c'est dans une autre partie de la maison que les investigations se sont poursuivies. Voilà, là, c'est la chambre de votre fille. C'est une chambre typique d'une fille de 3 ans, avec plein de jouets. C'est le bonheur, il ne manque rien. Pas grand-chose. Puis on constate qu'en 30 ans, les chambres d'enfants ont bien évolué. On est passé des jouets en bois à des jouets en plastique. On a vu qu'on pouvait avoir une exposition des composés du plastique si on les met à la bouche, donc par l'alimentation, mais aussi les enfants, surtout petits âges, mettent beaucoup de choses à la bouche, découvrent le monde au travers de la bouche. Donc les problématiques de plastique, puis de jouets en plastique, les enfants, ça peut être une source. Autre lieu, autre famille dans le canton de Fribourg cette fois. Nos analyses ont montré la présence de 15 perturbateurs endocriniens chez Céleste, dont des phtalates, mais aussi plus particulièrement des traces de glyphosate, un herbicide très répandu. Cela au grand étonnement de son papa. Et puis c'est vrai qu'on mange beaucoup de légumes, par contre on se dit peut-être que ça vient des légumes. Par contre, on a notre propre jardin. Et puis, on n'utilise pas de produits dans le jardin, même pour le désherbage.
Et puis autrement, on prend aussi des légumes bio, pas très loin, chez un marchand de légumes. Donc c'est vrai qu'on était un peu surpris de ce résultat quand même. Voilà, maintenant, j'imagine que vous mangez du pain, des pâtes. Tout à fait. Voilà, quoi, à partir du moment, ça c'est certainement la source. L'apport principal, je dirais, dans la grande majorité de la population, ça va être le blé, les céréales. Le pain ou les pâtes contaminées par du glyphosate, comment est-ce possible? Certes, le glyphosate n'est pas interdit en Suisse, pas encore. Mais son utilisation pour faire mûrir le blé sur pied, comme c'est pratiqué ailleurs, n'est pas autorisée dans notre pays. Mais la Suisse ne produit pas assez de blé elle-même. Elle doit donc en importer en quantité, notamment du Canada, où ce procédé, grand consommateur de glyphosate, est très largement répandu. On fait ce même type de test chez les enfants canadiens. Ils sont 5 à 10 fois plus hauts en termes de résidus de glyphosate. Mais en soi, c'est la trace que, voilà, on est ce qu'on Donc mange. pour diminuer cette quantité de glyphosate, on pourrait faire quoi? Donc une façon de pouvoir limiter cet apport de glyphosate, ce serait de privilégier une source locale suisse de farine, typiquement pour le pain, s'il y a la garantie en fait, que la farine est produite localement, au moins vous aurez la garantie qu'elle ne sera pas enrichie en glyphosate. Donc ça ne va pas vous permettre d'éliminer complètement votre glyphosate, mais ça permettrait de le minimiser. Autre perturbateur présent chez Céleste, les phtalates. Et c'est dans sa chambre que l'on a finalement trouvé leur origine. Ça, c'est ton parfum? Ouais. Comment tu le mets? Tu peux me montrer? Ah, d'accord. Ouais. Tu le mets vraiment assez loin. Ouais. D'accord. Ouais. Tu vois, le parfum, le but, c'est de l'avoir sur la peau. Donc, tu as vraiment meilleur temps, chaque fois qu'il y a une application avec un vaporisateur, de le faire le plus proche de la partie où tu veux déposer le produit. Ça t'évite de respirer les gouttelettes du parfum. Puis dans les parfums, il y a aussi des produits comme les phtalates notamment, qu'on peut retrouver après dans l'urine. Des phtalates, on en a aussi décelé dans les 13 perturbateurs endocriniens trouvés en quantité chez Léonard. Ce petit garçon de 9 ans habite dans un milieu urbain près de Genève. Qu'est-ce qu'on a dans tout ça? On a pris toute la chose qu'on met dans notre cuisine en se demandant, voilà, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on retire, qu'est-ce qu'on peut garder. On a ça. Alors, une façon de limiter finalement notre exposition aux phtalates, ça va être de limiter l'utilisation du plastique, notamment dans l'alimentaire. Alors, il y a plusieurs choses en fait qui peuvent être faites. Je dirais que la première, c'est vraiment d'éviter de cuire des aliments gras dans du plastique. Et principalement, c'est des choses qui se font beaucoup avec les micro-ondes. En fait, on peut encore utiliser ça. Oui, alors, ces verres-là, tu peux continuer à boire dedans. Il ne faut pas les chauffer, en fait, avec ces verres. Tant que le plastique il est en bon état, ça ne pose pas spécialement de problème. Là, quand on a aussi ce genre de choses, là, on voit que c'est abrasé. Il y a des petits bouts en fait, qui peuvent partir. Si on coupe en fait, de la nourriture dessus, on va manger en fait, une partie en fait, de la planche. Si on peut diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens en limitant l'utilisation de plastique, pour d'autres substances, ce n'est pas toujours possible. Les analyses ont montré un fort taux d'un métabolite de pesticides pyrétrinoïdes chez Léonard. Et le responsable, il est ailé et piquant. Il n'est pas allergique, mais il fait des réactions importantes. Oui. Donc du coup, c'est vrai que cet été, il a eu tout l'été des prises d'anti-moustiques électriques. Okay. Alors c'est très probablement en fait, la source. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est toujours une question de coût-bénéfice. Simplement, quand on a en fait, des concentrations comme ceci, ça veut dire qu'on l'expose de manière chronique. Parfois, l'origine d'une contamination peut être très surprenante. Chez Anaé, qui vit dans un immeuble à Aunay, parmi les 12 métabolites trouvés, un a vraiment surpris notre toxicologue. Sur les phtalates, tous ces produits liés au plastique étaient globalement basses aussi, sauf pour un, ici, où là, tu es la plus haute. Tu es la plus haute des enfants qu'on a testés. Ça doit correspondre à une exposition récente, quelques jours ou peut-être quelques semaines, pas plus. C'était la question avant. que je me demandais. Je me disais, on est allé camper avec une nouvelle tente juste quelques jours avant. Oui.
Ok. Donc, Puis c'est une tente plastique. C'est une tente avec un sol qu'on accroche. C'est une grande tente, quoi. Ouais. C'est une piste probable. Mhm. Parce que les sols de tente, ça doit être robuste, ça doit être étanche, et puis ça doit être malléable. Le PVC, il serait parfait, en fait, pour ce genre de choses. C'est toujours la même chose. Le problème, c'est pas trop, en fait, d'en avoir. Le problème, ce serait d'en avoir beaucoup tout le temps. Donc ça veut dire que si c'est lié à la tente, il faut pas vivre dans la tente, quoi. C'est mieux que tu restes dans ta chambre pour dormir. Ça va, c'est au maximum quelques nuits par année. Bonsoir Vincent Perret. Bonsoir. Alors, on vient de vous voir avec ces familles. Quand on sort de ce reportage, on se dit, mais mon Dieu, mais comment je fais pour ne pas être complètement pollué par ces substances? Or, il existe des bonnes pratiques dont on va parler avec vous. On commence peut-être par regarder ce qu'on peut faire au niveau du ménage de son appartement ou de son habitation. Oui, c'est ça. C'est qu'on peut, avec quelques gestes simples, minimiser ces expositions. Si on prend l'exemple du ménage, il faut bien comprendre que la plupart de ces substances, elles ne sont pas volatiles, elles ne vont pas passer au travers de la peau aussi facilement que ça. Elles vont plutôt avoir tendance à s'accumuler dans les poussières domestiques qui vont s'accumuler comme ça dans la maison, simplement avec les textiles et ainsi de suite. Donc le fait de nettoyer, d'enlever la poussière, d'aspirer la poussière régulièrement contribue à diminuer cette exposition. Attention, quand il s'agit en fait de nettoyer, d'enlever la poussière, c'est aussi d'éviter de la remettre en suspension. Donc le balayage typiquement peut être un problème. Et des aspirateurs qui ne sont pas équipés d'un bon filtre ou qui n'est pas maintenu, un filtre EPA, peuvent être problématiques. Il faudrait vraiment avoir un bon aspirateur ou alors privilégier un nettoyage à l'humide, la serpillière, la panosse. Autre geste simple et très efficace, aérer. Alors ça, c'est essentiel pour tous les problèmes de qualité de l'air intérieur en général, pas que pour les problèmes de poussière, mais aussi tout ce qui va être émis par le mobilier, les cosmétiques, les produits d'entretien, donc les COV, les fameux composés organiques volatiles. La seule vraie façon de pouvoir avoir un impact dessus, c'est de renouveler l'air régulièrement, donc c'est d'ouvrir les fenêtres de façon régulière. Ça, c'est absolument clé. Un des lieux stratégiques, évidemment, quand on parle d'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est la cuisine. Là, à quoi est-ce qu'il faut être attentif en priorité? Le fait de cuire directement les aliments dans le plastique va être une source d'exposition. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faudrait éviter le plus possible. Dernier point, les cosmétiques. Alors, on a vu dans le reportage l'exemple de l'aérosol avec le fait de privilégier l'application en local. Quels sont les autres éléments qui permettent de réduire l'exposition de manière efficace? C'est le choix du type de contenant. À partir du moment où on a un flacon doseur, le produit qui est dedans, il est protégé. Plus protégé que s'il est à l'intérieur d'un pot, puis on doit plonger les mains dedans pour appliquer le produit. Là, l'industriel doit mettre des biocides, des produits vraiment pour stabiliser. Tandis que dans un flacon doseur, quelque part, il aura moins à en mettre. Donc là, on est déjà du bon côté. Merci beaucoup pour vos explications, Vincent Perret. Très belle soirée à vous. Merci. Et puis, précisons encore que certains plastiques sont jugés très sûrs. On peut les identifier sur les emballages avec des logos souvent inscrits en tout petit, le numéro 2, le numéro 4 ou le numéro 5. Autre manière de limiter l'exposition des enfants aux possibles perturbateurs endocriniens, troquer le plastique contre du bois et du métal. Vous allez voir l'expérience réalisée dans une crèche de Lausanne. Petite remarque, le Covid a limité nos possibilités de tournage. Toutes les images d'enfants de ce sujet sont des images d'archives. Des dinettes en métal, des jouets en bois. Au centre de vie enfantine de Valency, à Lausanne, on se croirait dans un film rétro à la gloire des années 50. À cette époque-là, on avait moins de produits chimiques, on avait moins de matériaux travaillés et transformés. Et c'est bien de revenir aussi aux sources. ça permet aussi aux enfants de voir que c'est du matériel qui ressemble quand même plus à ce que les parents utilisent à la maison, plutôt que du plastique. Enfin, moi, personnellement, je ne cuisine pas dans une casserole en plastique. C'est une des nombreuses mesures introduites dans cette crèche pour diminuer l'exposition des tout-petits aux perturbateurs endocriniens. Et la traque est beaucoup plus large. En tout cas, au niveau alimentaire, donc ça, c'est les petits pots qu'on utilise pour que les enfants puissent se servir à boire. Donc, c'est des pots en inox. Avant, c'était que des pots en plastique. Donc ça a évolué. Après, au niveau de la nurserie, on a des biberons qui sont en verre. Ça, c'est une des grosses évolutions. En tout cas, au niveau de la nurserie, on n'a plus de biberons en plastique. Après, on a la ferme avec les animaux. Alors, j'ai mis quelques animaux qui sont en bois. On a encore du matériel en plastique parce qu'on ne peut pas tout changer tout de suite. On prend le temps, on réfléchit. Quelles sont nos priorités dans les changements ? Est-ce qu'il y aura
chaque année. On va renouveler des jeux. Notre but n'est pas de jeter ce qu'on a acheté dernièrement. Notre but, c'est de modifier petit à petit le matériel, on va dire, plus nocif pour du matériel plus sain. Le projet développé dans les centres de vie enfantine lausannois est destiné à essaimer au-delà de la ville. Le canton envisage de le proposer à toutes les crèches. Affiches et guides pratiques complètent les changements concrets du matériel ou des produits utilisés. Alors il est sûr qu'il serait plus agréable d'agir à la source et d'interdire certains produits, c'est clair. Mais en attendant, justement, on ne veut pas attendre. On active ce principe de précaution et on utilise les compétences qui sont à nos dispositions. Et ça nous permet d'être un acteur qui compte sur ce domaine de la santé et notamment pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Avec l'espoir que ce qui se passe à la crèche puisse aussi servir de modèle à la maison. Et demain matin, l'émission de radio On en parle sur la première reviendra sur la question en détail dès 8h35. Pour terminer cette émission, nous vous parlons de la chaussure chouchou d'un certain Roger Federer, la basket On. Succès fulgurant, positionnement haut de gamme, prix qui vont avec, mais des clients parfois très déçus. Le reportage de nos collègues de Kassensturz, adapté par Maya Cholet et Malik Melli. High-tech, futuriste, promesse d'une qualité suisse, rien ne semble pouvoir arrêter la montée en puissance de l'entreprise On. Actuellement, c'est la marque de chaussures de course qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. La stratégie marketing est claire, beaucoup de nature, qualité suisse, des athlètes connus comme ambassadeurs. La marque mise sur un public urbain prêt à mettre le prix pour des chaussures de course qui se veulent très légères et très confortables. Ces chaussures m'ont intéressé parce qu'elles ont été développées en Suisse. Et c'est aussi un peu un label de qualité pour moi. 230 francs, c'est ce qu'a payé Walter Hofstetter pour ses chaussures On. J'ai eu une bonne sensation de course, je dois dire, mais après quelques mois, j'ai vu que j'avais déjà un trou à l'arrière au niveau du talon. Et un autre, ici, à la semelle. Vous voyez, elle est usée. Et là, le profil est déjà limé. Ça pose question, surtout quand on paye une chaussure aussi chère. Ces autres chaussures ont duré 2 fois plus longtemps. Chez Oxsport, à Zurich, le vendeur Marco Villa tire le même constat. La marque On a développé un excellent produit, mais qui a ses points faibles. C'est la chaussure avec laquelle nous avons le plus de problèmes actuellement et dont se plaignent la plupart des consommateurs. Elle est facile à chausser grâce à ses lacets élastiques, mais l'inconvénient, c'est que ça crée aussi des points de frottement lorsqu'on la met, surtout vers le haut. À ces critiques, On répond. Nous avons remplacé le textile dans la zone du talon par un textile beaucoup plus durable, après les réactions des clients l'année dernière. Nous améliorons également en permanence la durabilité des constructions de la semelle. Au départ, On a conçu ces chaussures pour être utilisées comme des chaussures de compétition ultra légères, avec la courte durée de vie correspondante. Mais aujourd'hui, la plupart des gens les portent comme des baskets pendant leur temps libre. Après environ 3 semaines, j'avais déjà un trou ici. Après 3 semaines. Et cette chaussure coûte dans les 220 francs. Et elle est complètement fichue à l'intérieur alors que je ne l'ai portée que pour aller au bureau et peut-être faire une promenade le soir, 1 heure. Donc rien à voir avec un marathon ou quelque chose comme ça. Nicole Muller est une cliente de On depuis le début. Elle en a acheté une 12aine de paires au cours des dernières années. Mais à maintes reprises, elle tombe sur un modèle qui est abîmé après seulement quelques semaines. Vous vous êtes plainte auprès de la marque? Pas pour celle-ci, mais pour celle-là, oui. Et ils ont répondu que c'était une usure normale. Excusez-moi, mais non, ce n'est pas une usure normale. J'ai des modèles plus anciens qui durent plus longtemps. Alors quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est la dernière On que j'achète. L'usure était après combien de temps? Peut-être 5, 6 mois. Et à quelle fréquence vous les portiez? Peut-être
Tous les 2 jours. On a été fondé il y a 10 ans par des ingénieurs et un ancien athlète de haut niveau. Les chaussures sont distribuées dans le monde entier avec le label de qualité suisse comme argument principal, même si les chaussures sont en réalité fabriquées au Vietnam. On ne fait pas de promotion via les traditionnels spots publicitaires. La firme mise sur Internet, les médias sociaux et sur l'image de célébrités comme Roger Federer, qui est partenaire de On depuis l'an passé. C'est une chaussure facile à porter, que vous pouvez enfiler sans vous pencher. C'est bon pour les articulations, agréable et doux. Je pense que cette société joue très subtilement sur la dépendance des gens pour en tirer le maximum de ce business. La Cloud Flyer, la chaussure la plus vendue, coûte 230 francs. C'est 56 francs de plus qu'en Allemagne. Là-bas, une chaussure identique ne coûte que 169 €, TVA inclus. Un quart de moins qu'en Suisse. Si vous essayez de commander en ligne sur le site allemand, vous êtes redirigé automatiquement vers le site suisse où c'est plus cher. Les consommateurs suisses payent donc leurs chaussures suisses beaucoup plus cher que tous les autres consommateurs du monde. À l'interpellation de Kassensturz, On répond. Les chaussures de course sont généralement plus chères en Suisse qu'à l'étranger. Avec On, les clients peuvent être assurés que la majorité de la fabrication a lieu à notre siège en Suisse. Faux. Seul le développement, la conception et la distribution sont faits en Suisse. Pour la fabrication, c'est au Vietnam que ça se passe. Et le prix final des chaussures est fixé en fonction du pouvoir d'achat du pays concerné. Kassensturz a demandé une interview face caméra pendant des semaines, sans succès. Raison invoquée, aucun des 3 fondateurs n'aurait le temps. Une chaussure d'entraînement dont la semelle est usée au bout de 3 mois, ça ne va pas. Walter Hofstetter le fait savoir au service clientèle de On. Il est impossible qu'une chaussure qui coûte 200 francs soit aussi vite abîmée. Veuillez vous occuper de cette affaire et me tenir informé. Je vous en remercie d'avance. Et voici la réponse du service client. La semelle montre que la chaussure a été beaucoup portée. Par rapport aux autres fabricants, avec On, vous marchez directement sur l'amorti et vous voyez sur la chaussure qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie. Nous sommes désolés de ne pas avoir de réponse plus positive pour vous. Meilleures salutations. Ce que le service client de On ne sait pas, c'est que Walter Hofstetter a utilisé son téléphone portable pour mesurer très précisément les kilomètres qu'il a parcourus avec les chaussures en question. Je n'ai fait que 15 courses cette année. Je suis allé marcher 35 fois et je l'ai porté comme une chaussure de loisir de temps en temps, bien sûr. Au total, si j'additionne tout cela, j'arrive à un peu moins de 500 km parcourus avec cette chaussure. 500 km pour 230 francs, 1 km de jogging revient à 45 centimes. C'est fini, je n'achèterai plus de chaussures On. J'en ai aussi discuté avec ma femme qui porte aussi des On. L'affaire est close.